Alors bonjour, bienvenue à ce 13e cours de littérature française des 17e, 18e siècles consacré à Diderot et l'encyclopédie, la suite. Il nous fallait terminer ce volet avant d'enchaîner avec Rousseau pour le dernier cours. Ce sera la semaine prochaine, notre propos, ainsi que la préparation à l'examen. Alors je vais partager tout de suite avec vous la présentation d'aujourd'hui. J'ai ça ici. C'est donc le cours 13. Et vous allez penser, en voyant le fond d'écran derrière moi, que je suis à court de châteaux et de palais magnifiques et que je vise un petit peu bas maintenant, mais ce n'est pas sans rapport avec notre propos. Nous sommes devant le café Procope, dont je vous ai déjà parlé. C'est le lieu de rendez-vous des encyclopédistes, entre autres, des intellectuels du 18e siècle. Et c'est l'un des plus vieux cafés encore en fonction. Je pense que c'est le plus vieux café encore en fonction aujourd'hui en France et ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour s'imprégner un peu de cet esprit encyclopédiste, s'imaginer les conversations emportées qu'on a pu avoir à cet endroit. Et juste pour vous donner le topo un petit peu, vous donner une idée de ce rendez-vous extraordinaire que c'était, le café Procope, eh vous avez une plaque qui rappelle qu'ici, Procopio dei Coltelli fonda en 1686, donc au 17e siècle, le plus ancien café du monde, c'est plus encore que le plus ancien café de France, le plus ancien café du monde et le plus célèbre centre de la vie littéraire et philosophique au 18e et au 19e siècle. Il fut fréquenté par La Fontaine, c'est pas mal, Voltaire, les encyclopédistes, Benjamin Franklin, Danton, Marat, Robespierre, les révolutionnaires, Napoléon Bonaparte, Balzac, Victor Hugo, Gambetta, Verlaine et Anatole France. Alors quand même, c'est toute une brochette de célébrités et quand on va là, on est tout impressionné. Moi, j'y suis allé alors que j'étais étudiant et j'étais vraiment intimidé parce que les lieux sont opulents au possible et on a l'impression que c'est trop cher pour nous là, et que les garçons nous regardent de travers. Et quand on a le malheur de ne commander qu'un seul petit café à 25 le café en passant, c'est quand même, c'est cher le café. On nous regarde encore plus de travers. Bien sûr, c'est aussi un restaurant, alors il est prévu d'y manger plutôt que simplement de s'y arrêter pour prendre un café, mais on ne pouvait pas, jeune étudiant en littérature, ne pas faire un pèlerinage à ce café Procope parce que c'était pour nous vraiment incontournable. Alors, Diderot et l'encyclopédie, deuxième cours, on ne pouvait pas faire autrement que de consacrer 2 cours à ce projet colossal qui est au cœur de l'ambition des Lumières, bien sûr, et qui constitue l'ouvrage clé, finalement, pour comprendre le siècle. Alors, on va parler maintenant de points de détail, de choses plus précises. On va entrer à l'intérieur de l'encyclopédie parce qu'on a surtout parlé des circonstances de sa production, comment les encyclopédistes ont dû affronter les censeurs, etc., etc. On a vu qui étaient les collaborateurs, mais on a parlé donc de trucs logistiques au dernier cours. Là, on va s'attacher à parler plutôt du contenu et notamment de cet arbre des connaissances, système figuratif des connaissances qui est déjà présenté dans le prospectus lorsqu'on essaie d'obtenir des souscriptions, mais aussi dans l'encyclopédie au début, on explique dans le discours d'ouverture comment les connaissances ont été classées. Parce que ce qui va distinguer l'encyclopédie des autres dictionnaires, c'est justement ce classement des connaissances. Alors, on va en parler en premier point, et ça va aller assez vite, vous allez voir. Le deuxième point, c'est le système de renvoi. Ce n'est pas quelque chose que Diderot a inventé, mais c'est quelque chose qu'il a perfectionné, les renvois. Et ça donne parfois des résultats surprenants. On va veiller à distinguer les différents types. Et je vous le dis tout de suite, c'est le genre de questions qui risquent fort de se retrouver à l'examen. Alors, vous allez avoir la marque habituelle là, qui dit matière à examen. Prenez note de ça. Je l'ai même mis plus gros que d'habitude pour vous signaler que ça faisait partie des questions très probablement. Les articles déterminants, là, on va aborder à ce point-là quelques articles qui ont vraiment eu une incidence sur l'évolution sociale, politique, culturelle. Alors, il y a des incontournables dans les articles de l'encyclopédie qu'il faut avoir lus. Il y a aussi d'autres articles très mauvais qu'on pourrait ne jamais lire, mais dont il faut parler aussi. Il faut dire un peu la vérité des choses. Cette encyclopédie, personne ne l'a lu au complet au 18e siècle.
OK? Personne, sauf peut-être le gars qui était chargé de faire l'index, parce que lui, il devait repérer les mots dans chacune des pages et dire à quelle page on retrouvait le mot. Lui était payé pour tout lire, mais en dehors de ça, ni Diderot, ni d'Alembert, ni de Jaucourt, personne ne va se donner la peine de lire l'encyclopédie au complet. C'est un ouvrage vraiment trop long, colossal pour tout lire. Et si on se donne la peine de tout lire, de toute façon, ou d'essayer de tout lire, on va tomber très rapidement sur des articles vraiment médiocres. Ce n'est pas vrai que tous les articles ont été écrits par des grands intellectuels de génie. Il y a beaucoup d'articles qui ont été finalement plagiés sur des dictionnaires précédents, légèrement adaptés. Parfois, c'était une phrase de ci, de là, un correctif qu'on apportait, mais il y a une bonne partie de l'encyclopédie qui repique du contenu antérieur, là. Alors, il faut le savoir, il faut comprendre que c'était normal à l'époque pour un travail aussi colossal d'aller chercher dans des ouvrages de référence antérieurs, mais c'est une époque où on prend conscience tranquillement de la notion de plagiat, ça commence à apparaître et on va accuser les encyclopédistes d'avoir été un peu trop libres dans leurs emprunts. Alors, c'est un grief qui commence à leur être présenté à cette époque-là. Alors, on va commencer avec un récapitulatif, l'encyclopédie en chiffres, parce que on a dit beaucoup de choses, encore une fois, des circonstances, mais pas autant du contenu. Alors, rappelons un peu ce qu'il en est de cette encyclopédie au dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. L'un des projets les plus ambitieux réalisés au siècle des Lumières, sans doute le plus ambitieux. Et d'abord, commençons par rappeler qu'il comporte 35 volumes au final. Alors, la bibliothèque que vous voyez représentée ici, c'est l'ensemble des volumes de l'encyclopédie à l'époque de leur parution. Et ce n'est pas 35 volumes qu'on visait au départ. Ce n'était pas prévu d'en faire autant. Ça surprend même les promoteurs de l'entreprise et pendant qu'ils sont en train d'écrire l'encyclopédie, de travailler à sa publication, ils vont s'étonner eux-mêmes de voir l'ampleur que prend le projet, malgré la censure, malgré les interdits de publication. Et d'un volume à l'autre, ils sont là à dire vous n'en faites pas, lecteur, il reste moins de volumes que ceux qu'on a déjà publiés. Mais dans les faits, il en restait plus encore. Et ils n'avaient juste pas pris la mesure de l'ampleur de la tâche et jusqu'où ça allait aller. Pourtant, il fallait un plan parce qu'on ne pouvait pas publier tous ces volumes sans avoir une idée, puisqu'il y avait un classement alphabétique, du nombre approximatif d'ouvrages. Parce que quand on sortait un ouvrage, un premier ouvrage, ce n'était pas les articles de A jusqu'à Z. Le premier ouvrage, c'est juste les A. Et puis le deuxième, mettons les B. Et le troisième, les C. Et là, si on a oublié quelque chose, il est trop tard, on ne peut pas revenir. Si on a oublié un article dans le volume A, on ne peut pas l'introduire au volume 4, où on est rendu à D, mettons. Alors, vous comprenez la difficulté. Il faut planifier à long terme et à très long terme même, parce que la publication va s'étendre sur plus de 20 ans. Et c'est plein de choses à prendre en compte. C'est vraiment pas évident de prévoir tout ça. Et non plus au niveau des planches, parce qu'au départ, on avait l'ambition de faire des illustrations, un peu comme l'Encyclopédia de Chambers, qui était un dictionnaire illustré. Mais contrairement à Chambers, nous, on veut produire des dictionnaires, en fait, des volumes de planches à part. Et au départ, c'est, je pense, 2 volumes de planches qui sont projetés. Et au final, on va en avoir 11. Alors, vous voyez comment ça a dépassé même le projet initial. Alors, 35 volumes qui comportent 17 volumes de texte, 11 de planches, 4 de suppléments, 2 d'index, où là, quelqu'un s'est chargé de tout lire et de dire où est-ce qu'on retrouve chaque mot dans les volumes précédents, et un supplément de planches parce qu'on n'en avait pas encore assez avec les 11 planches pour faire le tour des métiers. Alors, c'est vraiment colossal. Ces 17 volumes de texte, déjà, regroupent quelques 71 000 articles. C'est un nombre astronomique d'articles si on compare aux productions contemporaines, si on compare à la Cyclopédia de Chambers, qui au départ avait été publiée en 2 volumes. Alors, je sais que quand je vous l'ai montré, j'avais une collection en in quattro, je pense, et ça semblait être 8 volumes. Dans la traduction française, effectivement, ça a paru en plusieurs petits livres, mais dans la collection originale, enfin dans la publication originale, c'était en 2 volumes in folio, très grand volume, donc plié en 2 simplement. Les feuilles de papier
papiers sont pliés en deux et vous avez là-dedans un certain nombre d'articles, mais jamais autant que dans ces 17 volumes de texte qui pourtant ont repris copieusement la Cyclopédia de Chambers, parce que je vous ai dit qu'au départ, Diderot avait été engagé pour travailler à la traduction et il va le faire. Et on va vouloir profiter un peu de ce succès de librairie extraordinaire qu'est la Cyclopédia de Chambers, qui a déjà connu plusieurs éditions en Angleterre à l'époque. Et on se dit, il y a un coup d'argent à faire avec ça. Mais en cours de route, Diderot et d'Alembert se disent, il y a mieux à faire que ça. En fait, on pourrait publier notre propre encyclopédie et en faire davantage de volumes, ajouter des volumes de planches et en faire une entreprise vraiment française là, qui pourrait améliorer sur son modèle. Alors, tout ne va pas être jeté aux poubelles, le travail de traduction va être récupéré et ce que ça va faire, c'est que ça va servir de canevas pour la suite. On va partir de tous ces articles et on va dire, OK, comment est-ce qu'on peut maintenant les améliorer? Comment est-ce qu'on peut les développer? Comment est-ce qu'on peut leur donner plus d'ampleur? Et ça va permettre de recruter des gens en disant, vous n'aurez pas à écrire un article de toute pièce, voici le plan, voici les articles qu'il va falloir rédiger, bonifier, amplifier, et voici les articles qu'on va vous confier. Alors, Rousseau sait d'avance quels sont les articles dont il sera responsable. Il sait qu'il va s'occuper de la section musique et il peut déjà commencer très rapidement à les rédiger. En fait, très tôt, dès les premières publications, les premiers volumes, Rousseau a complété tous ces articles. Alors, il a confié ses manuscrits aux éditeurs, puis au moment venu, ils vont pouvoir intégrer ces articles au volume qui correspond alphabétiquement là, aux rubriques. Alors, il y en a qui, au contraire, vont attendre que la parution se rapproche pour compléter leur article et ça va occasionner toutes sortes de difficultés parce qu'il y a des gens qui vont mourir de vieillesse avant que le projet soit terminé. Rappelez-vous, ça s'étend sur plus de 20 ans. Alors forcément, on en perd un peu en cours de route, mais on garde le plan initial qui est de se baser sur le modèle de la Cyclopédia, donc les articles initialement traduits, et d'amplifier à partir de ça. Donc, c'est ce qui permet vraiment d'avancer parce que sinon, partir de rien, ça aurait été encore plus exigeant comme entreprise. Vous avez donc les 2 volumes d'index achevés en 1780 qui comportent 18 000 pages de texte correspondant à 75 000 entrées au total, ce n'est pas rien. Vous avez plus de 150 auteurs qui ont participé à la rédaction de l'ouvrage. Ça aussi, c'est considérable. Là. Le nombre de personnes qui ont été employées pour ça. Là, je vous parle seulement des auteurs, mais si on prend en compte la fabrication des livres, c'est plus de 1000 ouvriers qui ont travaillé sur l'encyclopédie pendant 25 ans. 1000 ouvriers. Ça, c'est une petite moyenne entreprise, là, même plutôt moyenne que petite. Et Malesherbes, quand il entreprend de sauver l'encyclopédie, de sauver les meubles à plusieurs reprises, a ça en tête aussi. Il sait qu'il y a des enjeux économiques. Il sait qu'il y a des gens dont la vie en dépend, là. Le revenu en dépend. Là. Ces imprimeurs, ces ouvriers du livre ont besoin de ces revenus pour continuer à vivre, à exister. Donc, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux humains aussi, sociaux à travers ça. Alors, la fabrication fait vivre, donc, c'est quelques 1000 ouvriers durant 25 ans. 25 000 exemplaires vont être vendus entre 1751 et 1782. 25 000 exemplaires. Imaginez-vous donc que le tirage initial devait avoisiner 3 000 exemplaires. Et là, c'est 25 000 exemplaires on va vendre entre 1751 et 1782, malgré la censure, malgré les interdictions. Malgré les embûches, malgré la propagande menée par le journal de Trévoux, par les jésuites, par les adversaires de l'encyclopédie, on va réussir à vendre 25 000 exemplaires. Ça, c'est sans compter les contrefaçons, parce qu'il y a des gens qui vont faire des encyclopédies bricolées. Ils vont prétendre que ça fait partie de la collection, mais ça va être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Des fois, ça va être des vrais volumes qu'on va simplement reproduire. Des fois, ça va être des amalgames de toutes sortes. On va essayer de capitaliser sur ce succès commercial sans précédent. Parce que c'est ça que c'est devenu, un succès commercial fantastique, au-delà des espérances les plus folles de Le Breton et donc des promoteurs du projet. C'est à la fois un ouvrage de référence majeur pour les arts et les sciences, et c'est aussi, l'encyclopédie, une véritable machine de guerre.
C'est comme ça qu'elle a été conçue. Ce n'était pas seulement pour colliger tous les savoirs et consigner tout ça pour mémoire, pour la suite des choses. C'était aussi pour lutter contre la censure, lutter contre l'intolérance, lutter contre tous ces esprits bornés du 18e siècle qu'il s'agissait maintenant d'éclairer à travers les lumières de la connaissance. Elle a contribué, l'encyclopédie, à diffuser largement les idées philosophiques, politiques, sociales des Lumières et on lui doit beaucoup. Même s'il faut reconnaître encore une fois que tout là-dedans n'est pas vraiment excellent. Il y a le meilleur qui côtoie le pire. Il y a des articles franchement médiocres. Et Voltaire, qu'on va retrouver plus loin, aura des mots très durs pour le projet auquel Diderot a consacré presque toute sa vie. On passe à la diapositive suivante. D'emblée, une question. Oups, je pense que j'en ai sauté une. Non, c'est ça, c'est la deuxième. C'est que j'ai une nouvelle façon de disposer les entrées. Je mets en gris le truc précédent. Je me rends compte que tout ce que je vous ai dit, finalement, je l'avais en note. J'avais oublié ça. 17 volumes de texte qui regroupent 71 180 articles. Les 2 volumes d'index achevés en 1780 qui comportent 18 000 pages de texte et qui correspondent à 75 000 entrées. Plus de 150 auteurs qui ont participé à la rédaction de l'ouvrage. La fabrication qui fait vivre quelques mille ouvriers durant 25 ans. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne vais pas reprendre mot à mot tout ça, mais ça vous fait une récapitulation de l'essentiel. Alors, on passe à la diapositive suivante. Donc, d'emblée, une question se pose à l'aube du projet. Comment organiser toutes ces connaissances? Comment ordonner tout ce savoir, tous ces articles? Bien sûr, on va reprendre le modèle du classement alphabétique, en ordre alphabétique. C'est très, très pratique. Mais franchement, c'est un peu arbitraire dans un sens parce que vous avez des articles qui se suivent et qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et pour m'être prêté au jeu de lire une page d'encyclopédie par jour avant de me coucher le soir, je vous dirais que ça peut devenir vraiment déroutant de lire un article sur un sujet, puis sur un autre, et puis sur un autre encore. On ne se souvient plus de ce qu'on a lu au départ, tellement on a la tête qui tourne, c'est allé dans tous les sens. Et ce n'est pas idéal. Mais en même temps, comment rendre ça accessible? Si on n'a pas l'ordre alphabétique, comment se repérer facilement? Oui, il y a la possibilité d'un index éventuellement, mais l'index, on le fait à la fin quand le volume est complété et ce n'est pas commode quand on doit prévoir le projet sur 25 ans, de penser comment organiser le savoir autrement que par le classement alphabétique. Alors, on va se résigner à adopter ce classement, mais on va vouloir ordonner aussi les connaissances d'une façon plus systématique, plus critique. C'est un dictionnaire raisonné qu'on entend présenter. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il faut entendre par là. Alors, l'ambition des 2 penseurs à l'origine du projet, de Diderot et d'Alembert, ne se limite pas simplement à collectionner les articles, collectionner dans un même ouvrage les connaissances du siècle. Il s'agit aussi de les présenter sous une forme cohérente, organisée, synthétique. Et c'est là que l'encyclopédia de Chambers apparaît insuffisante. C'était, pour rappeler son titre complet, la Cyclopedia or the Universal Dictionary of Arts and Science, composé de 2 volumes in folio. Donc, mais on va vouloir faire mieux que Chambers, on va vouloir faire différent et pas seulement parler des arts et des sciences, mais aussi parler des métiers. Des arts et des métiers. Parce que les sciences, c'est bien beau tout ça, mais il faut admettre qu'il existe aussi des métiers dont Chambers n'a pas parlé et qui méritent qu'on leur accorde aussi de l'importance, puisqu'ils contribuent au progrès de la civilisation, à la production, au bonheur, etc., etc. Alors, on assiste avec Chambers à une division de la connaissance et non à une division selon les facultés de l'entendement. Alors, il va utiliser une façon de classer qui est très traditionnelle, très conventionnelle. Vous avez un tableau comme ça qu'on retrouve au début de l'œuvre qui est pas sans rappeler ce que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous savez, dans le prospectus, il y avait un tableau
système figuré des connaissances et on voit tout de suite l'inspiration entre cet arbre des connaissances et celui de Chambers. Mais celui de Chambers, ce n'est pas un arbre des connaissances tellement qu'un arbre des sciences. Et il s'appuie sur un classement plus traditionnel. Il semble ce classement insuffisant à Diderot et d'Alembert. Alors, le tableau qui ordonne les sciences chez Chambers, qu'il intitule View of Knowledge, est très différent en fait du système figuré des connaissances humaines que Diderot et d'Alembert vont promouvoir, vont introduire dans l'encyclopédie. En fait, pour eux, il ne saurait y avoir de direction par l'entendement humain autrement que ce qu'ils présentent eux-mêmes. Dans la mesure où chez Chambers, le view of knowledge, c'est un tout conçu par Dieu. Alors, les sciences nous viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui a tout ordonné et Chambers ne se pose pas de questions. Il admet comme une évidence que Dieu existe et que c'est lui qui a créé toutes les sciences finalement et ça va de soi. Pour les encyclopédistes, et notamment pour Diderot qui est athée, ça ne va pas de soi du tout. On ne peut pas classer les choses ainsi. On ne peut pas faire reposer ça sur Dieu, remonter à Dieu pour dire, ben oui, c'est Dieu qui a créé les sciences et voilà, ça va comme suit à partir de maintenant. Non, il faut réfléchir à comment les sciences ont émergé, comment l'esprit humain a ordonné les observations, comment il a traduit ce que ses sens lui transmettaient comme information à partir de facultés qui sont ancrées dans sa biologie, qui sont le propre de sa biologie. Alors, Diderot pousse le raisonnement beaucoup plus loin et va essayer d'ordonner les connaissances en fonction de ses capacités, de ses capacités de l'entendement humain. Alors, il y a toute une réflexion philosophique là-dessus qui évacue les considérations théologiques qui étaient à la base les présupposés de Ephraim Chambers et qui allaient de soi dans l'esprit des contemporains. Et Diderot va reprendre en fait l'idée de quelqu'un d'autre en partie. Ce n'est pas tout à fait inédit, ce n'est pas tout à fait son invention à lui, c'est aussi l'invention d'un certain Francis Bacon, un philosophe anglais dont on a déjà parlé, de la Renaissance en fait. Le système figuratif des connaissances humaines, parfois appelé arbre de Diderot et d'Alembert, l'arbre des connaissances, qui fournit le titre de cette première partie, s'inspire plutôt du traité du progrès et de la promotion des savoirs de Sir Francis Bacon. Alors, Francis Bacon avait déjà proposé quelque chose du genre. On reprend ça, on s'appuie sur son classement et on va le développer. C'est un arbre qui est développé pour représenter la structure des connaissances, donc, et qui est produit essentiellement par Diderot et d'Alembert à partir de propositions de Francis Bacon. Le système figuré des connaissances, chez Bacon, qui est inspiré de Bacon plutôt, va être publié une première fois dans le prospectus, je l'ai dit, et légèrement modifié par la suite dans le discours préliminaire publié avec le volume 1. Alors, on le retrouve, ce même système figuratif, mais avec des amendements, des ajouts, où on précise un certain nombre de choses qui laissaient à désirer et qui avaient soulevé peut-être des questions des futurs contributeurs, souscripteurs. Alors, on voulait préciser les choses. Alors, on va voir à la prochaine diapositive un tableau de tout ça. Ne faites pas le saut, il y a beaucoup de mots encore une fois, mais on va expliquer un peu tout ça. Alors, il est là, ce fameux système figuré des connaissances humaines, et c'est vraiment le document de l'époque. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un document imprimé à l'époque et qui était plié parce que c'était très, très long comme feuille. C'était une grande feuille où on expliquait comment fonctionnait l'entendement humain. On expliquait que les connaissances nous venaient de nos sens d'abord. On est exposé à des objets physiques, des phénomènes physiques qui passent par les canaux sensitifs, auditifs, olfactifs, visuels. Et à partir de ça, on va les traiter parce que notre cerveau est capable d'un certain nombre de processus. Il est capable de raison, notre cerveau. Il est capable d'imagination. Il est capable de mémoire. Et selon ces trois facultés essentielles, on peut ordonner les connaissances de façon raisonnée, justement. Et c'est ça la différence par rapport à Chambers. On n'a pas besoin de Dieu pour expliquer tout ça. On peut très bien organiser le savoir humain à partir de connaissances scientifiques, à partir de déductions qui reposent sur les propriétés même de l'intelligence humaine. Alors, ce tableau figuré, je vous le présente à nouveau de façon schématique
parce que là, je suis devant, je vais me mettre un peu à l'écart pour vous le présenter de façon un peu plus schématique et je vais simplement me reculer pour vous présenter comme ça ce tableau. Alors, les connaissances humaines, vous voyez que le tableau a été un petit peu inversé en quelque sorte, mais c'est la même chose, c'est les mêmes termes qui sont repris. Les connaissances humaines nous parviennent de nos sens, de nos observations. Et là, je vais vous lire un texte qui accompagne ce tableau et qui l'explique. Les êtres physiques, nous disent Diderot et d'Alembert, agissent sur les sens. Alors ça, c'est ce qu'on perçoit. Les phénomènes autour de nous sont des êtres physiques qui agissent sur mes sens. Les impressions de ces êtres en excitent les perceptions dans l'entendement. Alors, c'est interprété par mon entendement. L'entendement ne s'occupe de ces perceptions que de 3 façons. Alors, il y a 3 modalités possibles pour gérer ces influx nerveux, ces perceptions sensuelles. Il y a 3 possibilités et ces 3 façons sont présentées par Diderot et d'Alembert comme étant les 3 facultés principales, la mémoire, la raison, l'imagination. Où l'entendement fait un dénombrement pur et simple de ses perceptions par la mémoire, où il les examine, les compare et les digère par la raison, où il se plaît à les imiter et à les contrefaire par l'imagination. D'où résulte une distribution générale de la connaissance humaine qui paraît assez bien fondée, en histoire qui se rapporte à la mémoire, en philosophie qui émane de la raison, et en poésie qui naît de l'imagination. Alors, c'est comme ça qu'on peut arriver à un classement qui tient la route et qui n'offense pas la raison. Quand on y pense, c'est assez logique tout ça. N'offense pas la raison, certes, mais qui est susceptible d'offenser néanmoins. Parce que regardez la place qu'on réserve à la théologie là-dedans. La théologie, pour le clergé, c'est une science maîtresse, fondamentale et qui mériterait d'être traitée en premier. Mais chez les encyclopédistes, elle devient assez marginale. Et l'image suivante nous le montre. J'ai inversé le tableau pour mettre en évidence que c'est un savoir qui passe par la philosophie et la raison qui nous permet de déduire certaines choses, et c'est la théologie naturelle. On peut déduire en réfléchissant au monde qu'il y a eu un créateur, vraisemblablement, et ça, c'est notre entendement qui nous permet de déduire ces choses-là. On peut aussi dépendre d'une théologie révélée, comme celle qui nous est apportée par Jésus-Christ, qui explique qu'il est envoyé par Dieu sur terre, que son Père a voulu lui confier la mission de nous révéler la bonne nouvelle. Alors, théologie révélée, c'est une autre possibilité. Et ce qui va choquer, et ce qui est baveux un peu, c'est d'avoir mis sur le même plan, avec théologie naturelle et théologie révélée, superstition dans les sciences de Dieu. Alors, imaginez, c'est assez frondeur de mettre au même rang théologie et superstition comme ça, et de reléguer la théologie à finalement peu de choses. C'est juste une branche parmi tant d'autres des connaissances humaines, en fin de compte, des sciences de Dieu, mais il y a aussi les sciences de l'homme qui sont beaucoup plus importantes et qui se déclinent en morale, en logique, les sciences de la nature, en métaphysique, en mathématiques, en chimie, en physique, et on voit que tout d'un coup, la religion est marginalisée. Et il ne suffit qu'un tableau à l'aube d'un projet colossal pour porter un coup assez profond, assez grave, assez blessant à la religion. Alors déjà, elle est mise en parenthèse, elle est marginalisée et ce n'est pas sans faire réagir. Bien sûr, ça va ulcérer tout de suite les adversaires des philosophes qui se rendent bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. Alors voilà pour ces tableaux. On passe à la diapositive suivante. Fervent admirateur de cette entreprise, un certain chrétien Frédéric Roth va vouloir condenser sous cette forme visuelle spectaculaire en 1769 l'ensemble des connaissances qui s'articulaient dans l'ouvrage de Diderot et d'Alembert. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est l'image complète de l'arbre des connaissances que va produire Chrétien Frédéric Roth. Alors ça, c'est indépendamment du projet de Diderot, ce n'est pas son initiative, c'est lui qui a voulu donner plus de détails, plus de précision à cet arbre de la connaissance et qui va imprimer une grande feuille qu'on va devoir
pliée plusieurs fois pour l'introduire dans les exemplaires, parce qu'à partir de 1780, elle va être ajoutée sous forme pliée dans le 33e volume in-folio du Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers et dans son supplément. Alors, vous pouvez retrouver dans les volumes à partir de cette époque-là cet arbre des connaissances plié. Et c'est vraiment un travail de fou. Vous imaginez, il a fallu placer des cases pour imprimer tout ça dans ces petits espaces restreints. Alors, on a l'arbre des connaissances, on a les différentes branches des savoirs, la poésie profane, la poésie, la peinture, des différentes branches des arts aussi, parce que c'est une faculté, la faculté artistique qui émane de ce pouvoir d'imagination qui est propre à l'homme. Alors, on nous explique la poésie profane, en quoi ça consiste, la peinture, la poésie et tout ça, et tout est ordonné de façon synoptique dans un travail de mégalomane, mes amis. C'est vraiment considérable comme effort. Alors, voilà pour ça. Ce n'est pas un travail qui fait l'unanimité. L'encyclopédie, on le sait, c'est un travail qui a rencontré beaucoup d'adversaires et même parmi les alliés, il y a eu des gens comme Voltaire, qui pourtant était un fervent admirateur, lui aussi, du projet, là, pour avoir des mots très, très critiques, pour avoir des réserves et pour ne pas hésiter à les communiquer. Alors, Voltaire va écrire à Diderot rien de plus mêlé au fond et de moins homogène que votre encyclopédie. Votre ouvrage est une Babel, une tour de Babel. Le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le sérieux, le léger, tout est confondu. Il y a des articles que l'on dirait rédigés par un fat qui court les boudoirs, d'autres par des cuistres de sacristie. On passe des plus courageuses hardiesses aux platitudes les plus écœurantes. Alors, il ne le ménage pas. Et on pourrait penser que c'est à l'origine d'une brouille entre les deux, des commentaires aussi critiques, mais non, Diderot les reçoit en bonne part et dit « Je suis tout à fait d'accord, c'est un gros bordel, mais on a fait ce qu'on a pu. » Écoutez, c'est un travail tellement ambitieux, tellement long que fatalement, il a fallu couper les coins ronds à un moment donné et ça a donné ce que ça a donné. Mais on est content de l'avoir achevé parce qu'à plusieurs reprises, Diderot va désespérer de terminer l'entreprise. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le premier aspect, l'arbre des connaissances. Là, on est entré à l'intérieur du fameux Café Procope et vous comprenez pourquoi j'étais intimidé, jeune étudiant, d'entrer là. Le lieu est vraiment d'un luxe tape à l'œil, qui est manifestement trop cher pour moi. J'en avais eu l'intuition immédiate. C'est comme ça partout. Vraiment, il y a des tableaux partout. La décoration est d'un luxe infini. Et c'est fréquenté par bien des bourgeois. Mais c'est un pèlerinage, comme je disais, obligé pour tout étudiant de lettres qui va à Paris. Alors, vous avez dans ce deuxième point donc le système de renvoi dont on va parler. Et on commence par dire que l'encyclopédie se donne pour but de tout examiner, tout remuer, sans exception et sans ménagement. Et ça, c'est une citation qu'on impute souvent à d'Alembert, mais qui en fait serait de Diderot et qui est reprise plusieurs fois dans l'encyclopédie. Ça revient souvent, cet objectif de tout examiner, tout remuer, sans exception et sans ménagement. On a fait de l'encyclopédie souvent une œuvre engagée, mais c'est une œuvre, certes engagée, mais c'est aussi une œuvre sceptique. Une œuvre qui ne propose pas nécessairement une pensée monolithique pour substituer au dogme contemporain. On va ébranler ces dogmes, on va les remettre en question, mais on ne propose pas chaque fois quelque chose pour les remplacer. On n'a pas un système philosophique cohérent à présenter qui pourrait remplacer tous ces dogmes qu'on met à mal. Et donc, il faudrait plutôt envisager l'encyclopédie comme un ouvrage fondamentalement sceptique qui vise à ébranler les piliers du savoir et qui invite à toujours renouveler la science et renouveler les connaissances parce que d'une année à l'autre et même d'un volume à l'autre, les connaissances évoluent.
et la science progresse et il faut ajouter des corrections. Alors, éventuellement, il y a des choses sur lesquelles il va falloir revenir en disant, bien, la science nous a montré que cet article était erroné. Il y aura des corrections qui seront ajoutées au fur et à mesure que progresse l'œuvre pour rendre compte de ce savoir toujours en mouvement. Alors, on se donne le but de tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement. Et pour y arriver, on va procéder à ce classement, à cette mise en ordre rationnelle. Je l'ai dit, ce qui distingue l'encyclopédie de d'Alembert de Diderot de celle de Chambers, c'est qu'il s'agit d'un dictionnaire raisonné. Donc, qui ne se borne pas simplement à l'ordre alphabétique, mais qui vise à classer les savoirs en fonction de l'arbre des connaissances, des facultés humaines, de l'entendement humain, de sa capacité de raisonner, de sa capacité mémorielle, de sa capacité imaginative. Et tout, dans les articles, nous est présenté. Alors, vous avez l'article avec la rubrique alphabétique. Dans les A, le mot nous est donné, substantif masculin. Et après, entre parenthèses, vous avez le classement en fonction de l'arbre des connaissances. Alors, ça relève de quelle science, de quel domaine? Alors, ça relève de politique ou théologie, ou ça relève de philosophie. Alors, ça va nous être précisé entre parenthèses. Et c'est ce qui nous permet de mettre en résonance ces savoirs, parce qu'on peut après ça les regrouper. Oui, il y a l'ordre alphabétique, mais on peut regrouper tous les articles qui ont rapport avec la théologie pour voir le topo. Qu'est-ce qu'on dit, grosso modo, d'un article à l'autre de la théologie? Qu'est-ce qu'on doit penser de la métaphysique et à quelle branche elle appartient à la métaphysique. Et ça permet d'ordonner le savoir autrement. C'est une autre forme de classement. Ce n'est pas juste une précision gratuite, c'est une autre façon de mettre en résonance les différents savoirs. Et c'est très important, c'est une des contributions majeures de l'encyclopédie. Elle s'appuie, cette encyclopédie, donc sur la classification des facultés des sciences qui avait été établie par Francis Bacon, je vous l'ai dit. On reprend le modèle de Bacon et on développe à partir de ça. Alors, voici ce que Diderot en dit dans le tome 5 de l'encyclopédie. C'est l'article encyclopédie, justement. Alors, le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. Encore une fois, cette ambition du bonheur. On croit que le savoir va nous mener au bonheur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans l'encyclopédie. Et que nous ne mourrions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Ouvrage qui ne s'exécutera que par une société de gens de lettres et d'artistes épars, occupés chacun de sa partie et liés seulement par l'intérêt général du genre humain et par un sentiment de bienveillance réciproque. Bon, et aussi unis par un intérêt capitaliste là, et financier, parce que tous ces gens vont être payés pour leur travail. Ce n'est pas vrai qu'ils vont contribuer gratuitement, et surtout pas Jaucourt qui écrit 17 000 articles à lui seul. Il va être grassement payé pour son travail et c'est tout à fait mérité. Il n'appartient qu'à un siècle philosophe de tenter une encyclopédie parce que cet ouvrage demande plus de hardiesse dans l'esprit. Il faut tout examiner, tout remuer, sans exception et sans ménagement. Alors, on retrouve cette fameuse citation que j'évoquais à la diapositive précédente. Il faut tout examiner, tout remuer, sans exception et sans ménagement. Ça veut dire même remuer, examiner les pensées de nos collègues, les ouvrages des Voltaire, des Rousseau de ce siècle et ne pas se gêner à les reprendre quand on a l'impression qu'ils font erreur. Alors, ne pas hésiter dans la recherche de la vérité, donc même à se faire des ennemis, à confronter les inconséquences des uns et des autres. Et Dieu qu'il y en a des inconséquences un peu partout, alors ça va faire des flamèches. Et on a vu comment, avec l'article Genève, ça a été l'occasion d'une brouille avec Rousseau et comment ça l'a blessé profondément d'Alembert de voir que non seulement Rousseau lui en voulait, mais tout le monde le critiquait d'avoir osé tourner au ridicule les pasteurs de Genève, d'avoir osé proposer d'introduire à nouveau le théâtre.
Et vraiment, il est découragé. Il va rompre avec l'encyclopédie dès lors. Il continue à collaborer un peu, mais il n'est plus l'éditeur avec Diderot. C'est de Jaucourt qui va prendre, le chevalier Louis de Jaucourt qui va prendre le relais et qui va vraiment remplacer d'Alembert. Alors, on voit comment tout ça ne se fait pas, effectivement, sans inconvénients, sans pot cassé. Alors, le tout remuer sans exception et sans ménagement, ça mène à des fracas, et parfois des fracas entre les collaborateurs eux-mêmes. Alors, nouveauté remarquable, Diderot utilise un système de renvoi. De choses et de mots. Alors, il y avait déjà des renvois dans les encyclopédies précédentes, et notamment dans celle de Chambers. Ce n'est pas quelque chose que Diderot invente, mais il va introduire des nouvelles formes de renvoi. Alors ça, c'est intéressant, les renvois, parce que ça permet de naviguer d'un article à l'autre. Vous avez un article de géographie, par exemple, qui va renvoyer à des articles d'histoire 17 fois, 5 fois à des articles d'histoire naturelle, de jurisprudence, etc., etc. Et tout ce système de navigation n'est pas sans préfigurer ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperlien, ce qui fait dire à certains que Diderot a inventé l'Internet. Effectivement, il y a quelque chose dans cette façon de naviguer dans le savoir qui n'est pas sans préfigurer la navigation Internet. Il y a des rapports à faire, c'est évident, mais il va aller au-delà de l'évidence. Il va vouloir en faire un instrument subversif. Il va vouloir utiliser ça pour déjouer les censeurs, en quelque sorte. Et c'est ça la nouveauté des renvois pour Diderot, qui permettent de faire circuler donc à travers cette forêt de connaissances, mais aussi de simuler certaines de ces connaissances, ou en fait certains de ces discours critiques aux yeux et à la face des censeurs. Alors, le trajet raisonné qui est induit par les renvois va en fait conduire progressivement à un discours sceptique. Si on lit les renvois de l'article théologie dans le détail, si au départ, rien ne semble être contesté, on présente la théologie honnêtement, on en dit ce qu'il faut en dire, on en dit l'essentiel, mais si on se met à lire les renvois, on peut finir par voir se profiler en arrière-plan une critique de la théologie. Et plus on va d'un renvoi à l'autre, plus cette critique s'aiguise et devient même caustique. Alors, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est ça le projet de Diderot, c'est de faire en sorte qu'on n'attaque jamais de front directement les censeurs, parce qu'on va se faire tomber dessus, l'ouvrage va être interdit, va être mis à l'index, et ça va être un échec financier. Mais en même temps, on ne se gêne pas pour faire savoir ce qu'on en pense à travers tout un réseau de renvois subtils qui vont permettre à l'esprit éclairé, qui se donne la peine d'aller d'un renvoi à l'autre et de lire les textes à la suite, qui va permettre de voir à quoi on veut en venir. Et bien sûr, comme les volumes sont publiés un à un, et que jamais avant la fin du projet, on va avoir l'ensemble des renvois sous les yeux, parce qu'il y a des renvois à la lettre Z dans le volume A. Alors, tant que le volume Z n'est pas publié, on ne verra pas ces renvois-là. On ne saura pas exactement à quoi on voulait en venir. Et quand enfin tout l'ouvrage est publié, il est trop tard pour intervenir. Les volumes ont été imprimés, distribués, vendus. Il n'y a plus moyen d'intervenir. Il est trop tard. Alors, vous voyez le plan génial qu'avait Diderot avec ce système de renvoi-là, plus le temps avançait, plus on pouvait se permettre même d'être audacieux à travers ça. L'analyse des mythologies, par exemple, va permettre de faire douter de la vérité de la religion chrétienne. Alors, quand vous suivez les renvois de l'article mythologie, vous voyez saper systématiquement, progressivement, les fondements de la religion chrétienne. L'étude de l'histoire ancienne ou des mœurs des pays lointains va conduire à apporter un autre regard sur la politique, la politique contemporaine, sur les mœurs. Et c'est un procédé qui est cher aux Lumières de remettre en cause comme ça, subtilement, les enjeux du siècle, les débats politiques, les réflexions sur les mœurs. Alors, c'est assez brillantissime comme mode d'opération. Et là, on passe au système de renvoi. Le trajet, donc, raisonné induit par les renvois construits progressivement à un discours sceptique. C'est bien de le rappeler parce qu'on pourrait penser que l'ambition, c'est d'aboutir à un savoir positif, absolu, incontestable et tout. Non, il n'y a pas cette prétention-là chez les encyclopédistes. Ils sont conscients que la science évolue, que la science est pleine
bouleversement et que d'une décennie à l'autre, on peut remettre en cause des savoirs établis et ils appellent ça de leur vœu. Ils sont conscients de la nécessité de toujours continuer à approfondir nos connaissances, à les remettre en question parce qu'on découvre des choses nouvelles qui vont tout changer. Regardez la prétention du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les scientifiques, notamment les physiciens, avaient le sentiment que la science était achevée. On a dit, haut et fort, dans les académies, nous sommes en voie d'achever la physique. D'ici quelques années, on saura tout ce qu'il y a à savoir sur la physique. Non, mais c'était gonflé. Il fallait être culotté d'aller prétendre au 19e siècle qu'on avait tout compris de la physique et qu'il n'y aurait plus rien de nouveau à découvrir, là. Et là, je ne vous parle même pas de la physique quantique qui ne se profilait pas encore, là. Ils ignoraient tout de ça, là. Je ne vous parle pas des forces fondamentales qui régissent la matière et l'univers. Je vous parle de phénomènes physiques ordinaires. On pensait qu'on avait tout compris, qu'on avait tout élucidé. Et on ne savait même pas encore comment fonctionnait la gravitation. Et même aujourd'hui encore, on ne sait pas c'est quoi le vecteur de la gravitation. On se doute qu'il s'agit d'une particule, mais on n'a pas découvert cette particule, ce graviton mystérieux. Alors, quelle présomption formidable des scientifiques, présomption que n'auraient pas partagé les encyclopédistes parce qu'au contraire, ils croyaient que le doute était la seule valeur à adopter pour l'esprit scientifique véritable. Il ne faut jamais être certain de rien. Il faut tout remettre en question, tout remettre en cause et douter profondément de ce que l'on croit savoir. C'est la leçon qu'il faut retenir de l'encyclopédie. Alors, 4 types de renvois. Et là, vous voyez plus gros que d'ordinaire le symbole ici qui rappelle que c'est des questions en matière à examen. Alors, ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. Alors, on retrouve des renvois classiques, dits de mots, et ça, c'est des renvois tels qu'on pouvait en avoir chez Chambers. C'est simplement des renvois qui disent, bon, voir tel autre mot, des renvois d'une définition qui se trouve dans un autre article, par exemple. Alors, ça, c'est le premier type de renvoi, et c'est très conventionnel, et vous en avez rencontré sans doute vous-même en fréquentant les dictionnaires. Vous avez des mots qui sont proches parfois, qui sont des synonymes, et on vous renvoie dans une rubrique du dictionnaire à un autre mot qui est le synonyme de celui que vous êtes en train de lire, là. Alors, c'est ce type de renvoi des plus classiques qu'on retrouve le plus communément dans les dictionnaires. À cela, Diderot va ajouter des renvois dits de choses pour confirmer ou réfuter une idée contenue dans un article par un autre article. Et là, ça devient plus subtil parce que ce n'est pas un renvoi de mots qui vise à définir un concept ou à le distinguer d'un synonyme. Là, c'est pour confirmer ou réfuter une idée dans un autre article. Et c'est là que commence la subversion. C'est là qu'en confrontant différents concepts en théologie avec la mythologie, éventuellement l'histoire, la philosophie, on peut mettre à mal certaines idées. C'est là que le bas blesse, en quelque sorte. Alors, vous avez en plus de ça un certain nombre de renvois, et c'est le troisième type de renvoi, dit satirique ou épigrammatique. Alors, ça, c'est des blagues un peu patoches des encyclopédistes. Diderot avait un sens de l'humour formidable et il se donne le droit de faire des renvois ridicules. Comme par exemple, il y a un renvoi célèbre de l'article Cordelier. C'est un ordre monastique, les Cordeliers, vers Capuchon. Et cet envoi-là prête à rire parce qu'on tourne au ridicule les moines là-dedans. Alors, c'est un type de renvoi comme ça qui, sur le coup, nous donne l'impression, en lisant l'article Capuchon, que ça ne concerne pas les moines, et en lisant l'article Cordelier, que ça ne concerne pas les capuchons, qu'il n'y a rien de grave là, tout est innocent. Mais quand on lit les deux articles côte à côte, on se rend compte qu'il y a ici quelque chose de satirique, d'épigrammatique, finalement une pointe dirigée contre les moines. Vous avez un autre exemple de ça, ça serait, mettons, l'article Eucharistie, où il est question de la communion. Au moment où on prend l'hostie, on le rompt et on dit voici le corps du Christ. Alors, c'est un long débat théologique pour dire qu'il y avait au moment de l'Eucharistie transformation du pain en corps du Christ. Alors, quand on consacre l'hostie, qui est au départ un morceau de pain,
il se transforme en corps du Christ. C'est un des miracles de l'Eucharistie et on était profondément convaincus de ça. Et il y en a encore aujourd'hui pour être convaincus de ça, qu'il se passe quelque chose de magique, que le pain devient le corps du Christ et que ce qu'on avale, c'est vraiment le corps du Christ. Alors, le renvoi qu'on va faire pour Eucharistie, c'est anthropophagie, c'est-à-dire cannibalisme. Alors, vous imaginez, l'article est le plus sérieux du monde. On parle de l'Eucharistie et il n'y a rien de critique et de méchant là-dessus. Et tout d'un coup, vous avez ce renvoi, voir anthropophagie, allez voir les cannibales. Donc, les prêtres sont des cannibales. Alors, c'était extrêmement baveux. Et ça, c'est une illustration de l'humour de collégien de Diderot qui fuse un peu partout comme ça. Vous avez des renvois dits de génie. Et ça, c'est un fantasme de Diderot. Okay? Dans les faits, là, ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Je vous en parle là, comme d'une idée révolutionnaire, brillantissime. Et si effectivement on avait pu l'appliquer sans problème, sans difficulté, sans censure, et je vous rappelle que Le Breton, le libraire qui a mandaté Diderot, est lui-même le premier censeur. C'est lui qui va corriger les articles de Diderot, qui va enlever les pointes les plus aiguisées. De même, il va faire la même chose avec d'Alembert et plusieurs contributeurs, mais c'est surtout Diderot qui écope, là, parce que c'est lui qui a les griffes les plus acérées. Imaginez, il intervient et va saboter le projet. Avant même que ce soit publié, c'est à moitié saboté. Donc, on a enlevé à ce système de renvoi beaucoup de son mordant, de son efficacité, et ça, c'est à mettre sur le dos de Le Breton. Mais l'idée était là au départ et elle était géniale de déjouer la censure à travers ce système de renvoi. Et il y avait cette idée vraiment qui tient du fantasme de renvois dits de génie qui peuvent conduire à l'invention de nouveaux arts ou à de nouvelles vérités. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir l'intuition de lien entre des connaissances, des savoirs qui sont des intuitions à peine ébauchées, à peine esquissées, des liens qui sont subtils, qu'on n'a pas approfondis, mais qui, lorsque le lecteur se donne la peine de les suivre, pourrait déboucher effectivement à des découvertes. Alors, je n'avais jamais pensé à faire le rapprochement entre telle discipline mathématique et tel aspect physique, mais si je lis les deux articles et que je mets ça en résonance avec d'autres articles, ben, ça se pourrait que ça mène à une découverte, une prise de conscience que même les auteurs de l'article n'avaient pas envisagé. Ces renvois de génie pourraient effectivement mener à l'invention de nouveaux arts, à de nouvelles vérités, à des nouvelles découvertes scientifiques chez des esprits aiguisés, allumés, qui, voyant ça côte à côte, lisant les articles, composés à plusieurs années d'intervalle, sans qu'on ait su au moment où on disait qu'il va y avoir un renvoi à telle rubrique, exactement de quoi allait parler cette rubrique-là, eh bien, il se pourrait qu'il y ait une révélation au moment où on lit la rubrique en question lors de sa publication et qu'on mette ça en rapport avec l'article original, ça pourrait donner lieu vraiment à des découvertes, à des révélations formidables. Alors, c'est le rêve de Diderot, finalement, que ces renvois de génie puissent conduire à l'invention de nouveaux arts, de nouvelles vérités. Mais des articles, à vous donner un exemple de ça, j'en ai pas vraiment. Il faut lire l'encyclopédie puis voir ce que ça provoque chez vous, ce que ça a pu provoquer chez les uns, chez les autres. On n'a pas d'exemple précis là, de ça à donner. Sinon, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'idée avait du bon. La convocation encyclopédique en un cercle du savoir vise alors bien plus à provoquer une réflexion et une relativisation politique qu'à seulement instruire. Et là, vous avez un exemple donc, qui cherche à provoquer une réflexion et une relativisation des savoirs plutôt qu'à simplement instruire. Il suffit de se livrer à cette petite partie de cache-cache des renvois pour découvrir dans l'article Capuchon une critique acerbe finalement des religieux ou encore dans l'article Impôts une exhortation à l'abolition des privilèges. Alors ça, c'était culotté, hein, parce qu'abolir les privilèges qui permettaient par exemple aux nobles d'être exempts d'impôts, le clergé et la noblesse ne payaient pas d'impôts. Alors, imaginez, il y a de quoi à chipoter, enfin à critiquer, à redire, et on va le faire. Puis c'est à travers les renvois qu'on va se permettre cette critique. Des fois, ça prête à rire, simplement. Mais des fois, c'est polémique et profondément dangereux parce que les nobles qui supportent le projet ne sont pas contents quand l'encyclopédie les torpille. Alors, ils sont les bailleurs de fonds. Les principaux acheteurs, c'est eux qui lisent avec délice l'encyclopédie. Et là, on voit qu'on s'attaque à leurs privilèges. Alors, c'est pas chic.
les gars, on vous a aidé, on vous a parrainé, on vous finance et vous nous en mettez plein la gueule. Ce n'est pas très solidaire de votre part. Donc, il faut utiliser les renvois pour dissimuler un peu tout ça. Alors, vous avez l'article capuchon, substantif masculin, histoire ecclésiastique, on le classe en fonction de l'arbre des connaissances, espèce de vêtements à l'usage des Bernardins, des Bénédictins, etc. Ce sont des ordres monastiques. Il y a deux sortes de capuchons. L'un blanc, fort ample, que l'on porte dans les occasions de cérémonie. L'autre noir, qui est une partie de l'habit ordinaire. Mais un cordelier qui aurait du bon sens, ils n'en ont pas tous manifestement, ne pourrait-il pas dire aux autres avec raison: il me semble, mes pères, alors ça c'est drôle, faire parler quelqu'un dans un article d'encyclopédie. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est un procédé littéraire, narratif, qui n'a pas sa place dans un discours encyclopédique. Il me semble, mes pères, que nous faisons trop de bruit pour rien. Les injures qui nous échapperont ne rendront pas meilleur l'ergotisme de Scott si nous attendions que la saine philosophie, dont les lumières se répandent partout, eût pénétré un peu plus avant dans nos cloîtres. Peut-être trouverions-nous alors les rêveries de notre docteur aussi ridicules que l'entêtement de nos prédécesseurs sur la mesure de notre capuchon. Voyez les articles Cordelier et Scottisme. Alors, il y a des renvois pour montrer à quoi ça réfère cette doctrine de Scott auquel ils étaient attachés. Et il y a des références qui nous échappent là-dedans, mais on les tourne au ridicule. Ne vous méprenez pas. Il s'agit de vraiment les ridiculiser. Et ça n'a pas échappé à leur attention, à l'attention du clergé. On l'a très mal reçu, cette blague. Alors, les renvois peuvent servir à cacher des choses, mais des fois aussi à donner des coups de poing et à assumer, hein, parce qu'ils savaient bien que la censure allait voir passer un article comme ça, enfin, que le clergé allait être vexé. Mais c'est moins grave que d'offenser peut-être les bailleurs de fonds à tout prendre. Donc, ceux-là, on peut les maganer plus volontiers que les souscripteurs principaux. Alors, parmi les souscripteurs, les membres du clergé ne sont pas majoritaires. On aura compris ça. Alors, toute la ruse et l'idéologie, finalement, de l'encyclopédie sont dans ces renvois. Discrets, mais efficaces néanmoins. Les chapitres sur les techniques artisanales, les métiers vont, quant à eux, informer sur des choses dont on peut douter ou remettre en question, quoi que ce soit. Alors, des planches, c'est des planches. Hein. On ne peut pas, même dans un système de renvoi, vraiment se livrer à une critique des façons de faire ou de penser. Alors, on ne peut pas, là-dedans, dissimuler une vocation philosophique anti-religieuse ou une critique quelle qu'elle soit, ça se donne à lire, à voir tel que c'est, en quelque sorte. Donc, là-dessus, il n'y a rien à ajouter, vraiment, pour ce qui concerne les planches. Alors, ça nous amène à notre troisième et dernier point. On avance rondement. Et à ce point, j'ai une mise en garde à vous faire. Alors, avis à ceux dont la sensibilité interdit d'entendre prononcer certains mots. Je parle de la fameuse polémique autour du mot en haine, parce que dans le volet qui va suivre, je vais être amené à le prononcer, ce mot. Je ne fais pas ça pour polémiquer. Je ne fais pas ça pour être invité à me justifier au bulletin de nouvelles ce soir ou dans les journaux demain. Et si on devait m'inviter, je refuserais de le faire parce que je ne veux pas donner d'oxygène à une polémique qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas de raison d'être. Je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas en faire une démonstration de courage non plus. Je ne veux pas faire un suicide professionnel et je ne fais pas ça parce que ça m'amuse. Je ne fais pas ça pour provoquer les gens, pour déranger les gens, pour traumatiser personne, mais j'aurais le sentiment de manquer à mon devoir de pédagogue si je ne vous expliquais pas que le sens des mots évolue avec le temps. Alors, au moment où le mot apparaît, il n'est pas connoté péjorativement. Alors, le mot en haine, dont on va parler un peu plus tard, il a un sens premier, dénotatif, et à travers le temps, va se doter aussi d'un sens second, connotatif. Et cette connotation-là, elle va se charger de sens très douloureux. Et je comprends qu'aujourd'hui, ça soit un mot presque insupportable à entendre pour certaines personnes, mais comprenez qu'au moment où on l'emploie dans l'encyclopédie, il est simplement synonyme d'esclave. Il ne veut rien dire de mal, de mauvais. Et je vous en parle parce que l'encyclopédie est un ouvrage, finalement, parmi les seuls ouvrages, il y en a très peu à l'époque, qui vont appeler à l'abolition de l'esclavage.
Alors, c'est dans le contexte d'un article qui appelle à l'abolition de l'esclavage qu'on emploie le mot. On ne saurait donc présumer qu'il s'agit d'une entreprise raciste et le croire, ce serait vraiment n'avoir rien compris, n'avoir rien entendu à l'ambition des encyclopédistes. Alors, je vous le dis, si vous pensez être offensé, décrochez tout de suite, sortez du cours. Vous pourrez retrouver le contenu intégral de toute façon sur YouTube plus tard. Vous pourrez sauter la diapositive en question où le mot apparaît. Mais moi, je manquerais de professionnalisme si je n'osais pas dire les choses telles qu'elles sont et vous expliquer le contexte et vous expliquer l'évolution du mot à travers l'histoire. Et je manquerais aussi de respect envers l'entreprise même de l'encyclopédie, qui est une lutte contre la censure au nom d'idéaux qui m'apparaissent louables, au nom de la lutte contre l'intolérance et lutte à laquelle je souscris tout à fait et dont je me solidarise tout entier. Alors voilà, ces précautions étant faites, j'avance un peu plus et je vous parle donc de Diderot d'abord, du caractère d'un bon dictionnaire. Alors, pour Diderot, le caractère d'un bon dictionnaire, c'est de changer la façon commune de penser. Il s'agit de faire évoluer les pensées. On est un peu dans ce paradigme aujourd'hui, justement, avec toutes ces polémiques, tous ces débats qui ont cours dans les cultural studies, où on veut faire évoluer les pensées. Où, par exemple, on s'offusque, et à raison, d'enjeux de discrimination, comment on peut traiter les personnes transgenres, par exemple. Et on a vu des figures être prises à partie, des figures très médiatiques, comme J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, être prise à partie même par ses propres acteurs, ceux qui ont incarné les rôles et ceux qui lui doivent tout, en fait, là, parce qu'elle a eu des mots très critiques, très sévères, très durs sur les personnes trans et tout. Et il y a là l'occasion d'avoir toute une réflexion sur notre façon de penser le monde, de penser la différence, de penser les sexes et tout. Et tout ça est bon. Et Diderot l'appelait de ses voeux. Ce genre de débat est utile à la société et nous fait avancer. Et l'encyclopédie est engagée dans un des combats les plus importants de l'histoire, combat politique, religieux, moral, scientifique aussi. Et il s'agit de sauver l'humanité, finalement, du précipice, de l'abîme de l'ignorance, de l'idiotie, de la bêtise, du dogmatisme, de l'intolérance, finalement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sauver les hommes de leur mauvais instincts? Comment on fait pour les sortir de leur torpeur intellectuelle? Comment on fait pour les éclairer? Malgré eux, parfois, parce qu'il y a des gens qui sont très contents de leur ignorance. Il y a des gens qui sont très contents de s'accrocher à leurs croyances et de ne jamais rien remettre en question. Alors, comment est-ce qu'on fait pour engager le débat avec quelqu'un qui refuse de débattre, qui refuse de nous entendre, qui refuse de considérer nos arguments? Ce sont des enjeux qui sont importants pour ceux qui entreprennent justement de changer la façon commune de penser. Alors, ils vont se livrer, et là, j'ai oublié de souligner, je pense, on va le voir la prochaine, oui, souligner que tout le développement qui suit s'inspire d'une source, okay, que je vais citer copieusement. Et il faut toujours citer ses sources. Je ne veux pas manquer à ça, à ma responsabilité. C'est un document préparé par l'Académie des sciences et qui s'appelle Oser l'encyclopédie. C'est disponible en accès libre, un PDF, un e-book, et c'est vraiment très, très joli. C'est bien fait, c'est vraiment très complet. Ça fait, je pense, une centaine de pages. Et vraiment, là, ça vous donne une bonne idée de ce qu'était le projet de l'encyclopédie. Et tout ce qui va suivre vient de là. Okay? Alors, les différents points, les aspects que je mets en évidence, les citations même, je les ai empruntées à ce document de l'Académie des sciences françaises qui est paru assez récemment. Alors, on va voir que l'encyclopédie s'engage dans plusieurs combats, plusieurs débats aussi. Et on va chercher à les distinguer. C'est ce qu'on fait dans Oser l'encyclopédie. Il y a une section là, sur le rapport donc, au savoir, le rapport polémique au savoir. Et on passe en revue six catégories, 6 domaines où l'encyclopédie s'est particulièrement illustrée. Et d'abord, dans la critique politique. Le combat politique direct est sans doute le plus subtil et on n'avait pas intérêt à ce qu'il soit trop clair, vous comprenez. Ça va de soi parce que cet ouvrage dépendait d'une autorisation royale. On ne pouvait pas publier les volumes de l'encyclopédie si on n'avait pas le privilège du roi. Et quand il va être révoqué, on est vraiment dans le pétrin.
Alors, on sait qu'on ne peut pas se permettre de critiquer la monarchie de front. Il va falloir le faire de manière subtile. On n'en relève pas moins, malgré ça, à côté d'articles parfaitement conformes aux attentes des censeurs, des affirmations audacieuses sur les sources mêmes du pouvoir royal. Et parmi ces affirmations audacieuses, il y a cet article sur l'autorité politique qui va tout de même faire scandale. Regardez ce qu'on y dit. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Déjà là, première phrase. Négation du principe de la monarchie de droit divin, okay? Qui veut que le monarque est monarque parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et il faut admettre son autorité parce que c'est la volonté de Dieu, en fin de compte. Et là, on nous dit quoi? Tout de suite, en partant, aucun homme n'a reçu de la nature ou de Dieu le droit de commander aux autres. C'est tout de suite une remise en cause des fondements même de cette autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation. Ça aussi, c'est très critique. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageux à la République, qui la fixent et la restreignent entre des limites, car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme. Là encore, une critique assez sévère de la monarchie. C'est audacieux et ça va choquer et ça va contribuer à valoir des ennuis aux encyclopédistes. Les esprits s'échauffent à l'époque. Il y a un complot pour attenter à la vie du roi et c'est ce qui va précipiter un peu le premier interdit, la première interdiction de publication. Ça va être suite à cet attentat à la vie du roi qui le convainc que le temps n'est pas propice à ce genre de contestation. Si on laisse parler les philosophes sur un ton aussi libre, les esprits vont s'échauffer et ça va dégénérer. Et il ne l'a fait pas tard, parce que c'est exactement ce qui va arriver quelques années plus tard. Alors, vous avez donc des articles comme ça où ouvertement, on se permet de critiquer la politique. Et pourtant, c'était dangereux. On le savait que c'était dangereux. Et on le fait quand même avec une certaine modération. Mais dans l'autorité politique, c'est assez frontal néanmoins. Vous avez aussi une critique de l'omniprésence de l'argent et de la corruption. Parce que, mes amis, la corruption existe depuis toujours, bien sûr, et elle fait toujours son lit avec la politique. Elle va être dénoncée par Rousseau, qui n'a pas écrit seulement que des articles sur la musique, il a écrit aussi quelques articles de conséquences, et notamment celui-là, sur l'économie. Où il dénonce, entre autres choses, la mauvaise administration des deniers de l'État. Alors, l'État perçoit des impôts et ces impôts sont dépensés de façon complètement inconsidérée et Rousseau en fait une critique assez sévère. Voici ce qu'il en dit. La vénalité est poussée à tel excès que la considération se compte avec les pistoles et que les vertus même se vendent à prix d'argent. Telles sont les causes les plus sensibles de l'opulence et de la misère, de l'intérêt particulier substitué à l'intérêt public, de la haine mutuelle des citoyens, de leur indifférence pour la cause commune, de la corruption du peuple et de l'affaiblissement de tous les ressorts du gouvernement. La patrie ne peut subsister sans la liberté, ni la liberté sans la vertu, ni la vertu sans les citoyens. Vous aurez tout si vous formez des citoyens. Sans cela, vous n'aurez que des méchants esclaves, à commencer par les chefs de l'État. Or, former des citoyens n'est pas l'affaire d'un jour et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. Et on retrouve les grandes idées de Rousseau dans cet article qu'on va voir développer aussi dans le contrat social et dans l'Émile aussi, le traité de l'éducation, parce qu'il a écrit là-dessus. On va en parler la semaine prochaine et on va voir l'impact que ça a eu sur l'époque. Alors, ça aussi, ça relève du combat politique et ça aussi, c'est assez audacieux. Là. Malgré la volonté de demeurer subtil, il y a des critiques assez directes. L'autre champ de bataille, c'est le débat religieux, la critique de la religion. Et ce n'est pas un débat facile et ce n'est pas un combat facile. Il faut comprendre l'audace considérable des encyclopédistes à cet égard, qui affrontaient des gens en position de complètement anéantir leur projet. Du moment qu'on aurait mis, par exemple, à l'index l'encyclopédie, ça aurait été carrément interdit de lecture pour tout bon croyant. Et cet interdit est rarement défié.
Alors, ça aurait pu ruiner l'entreprise. Alors, d'aller critiquer directement les membres du clergé, la papauté, l'Église, c'était assez culotté. On trouve dans l'encyclopédie des articles pourtant strictement orthodoxes. Il y a des articles qui ont été composés aussi par des théologiens, parce qu'il faut honorer chacune des sciences, et des fois, il convient de dire voici en quoi consiste telle division du catholicisme, qu'est-ce que le protestantisme, qui l'a fondé et tout, et on va confier la rédaction de ces articles-là à des autorités religieuses qui vont faire les choses comme il faut, de manière orthodoxe et donc favorable au clergé. C'est pas vrai que tout ce qui concerne la religion là-dedans est critique et virulent et polémique. Non, il y a beaucoup d'articles vraiment orthodoxes, mais à ça s'ajoutent, avec le temps, de nombreuses mises en cause des institutions catholiques, et notamment du célibat des prêtres. On se demande, mais pourquoi diable est-ce que les prêtres catholiques devraient être célibataires? On voit les protestants se marier. Il y a des pasteurs anglicains qui ont le droit de se marier. Pourquoi est-ce que les prêtres ne pourraient pas se marier? Et on comprend que c'est lié à des enjeux économiques. Par le passé, les prêtres, effectivement, avaient le droit de se marier. Dans l'histoire de l'Église, il fut un temps où les prêtres pouvaient avoir des familles, mais voilà qu'à la fin, à leur mort, leur réflexe, c'était de vouloir livrer leur héritage à leurs enfants. Mais l'Église, à chaque fois que ça arrivait, perdait de ses avoirs. Donc, pour empêcher de perdre ses revenus, cet argent, ses propriétés qui étaient léguées en héritage donc aux enfants des prêtres, on a interdit le mariage et ça a réglé la question. Le prêtre meurt et tous ses biens reviennent à l'Église. Il n'y en a plus de débat et d'enjeux économiques. Tout est réglé. Et on en a fait une affaire de chasteté, de pureté, de vertu, mais c'est un peu absurde quand on pense qu'à travers l'histoire, donc, ils ont été mariés, les papes eux-mêmes ont été mariés, les papes ont eu des maîtresses à n'en plus finir. Alors, il y a quelque chose qui apparaît un peu hypocrite dans cette idée du célibat des prêtres. Et ça saute aux yeux des encyclopédistes. Alors, ils ne vont pas gêner pour faire remarquer ces inconséquences, et on en est encore à débattre de ça aujourd'hui. On est encore à se demander pourquoi est-ce que les prêtres ne peuvent pas se marier. Et est-ce que ça ne serait pas un remède à tous les scandales qui ont frappé l'Église? Peut-être qu'ils seraient moins portés à abuser si leur sexualité pouvait s'exprimer normalement. Enfin, il est question de la résurrection des corps. Et là, c'est drôle parce qu'on aborde la résurrection dans un article consacré aux revenants. Il est question de fantômes et c'est encore très baveux puisqu'on parle de résurrection. Est-ce que Lazare est un fantôme finalement ou il est vraiment revenu? De résurrection au sens religieux du terme. Vous avez l'enseignement jésuite qui est fustigé. Vous savez qu'ils étaient responsables des collèges. Alors, dans l'article collège, on s'en prend à les fustiger, à les critiquer, donc. Et d'Alembert attaque les puérilités pédantesques de la rhétorique qu'ils enseignent. Bon, je le prends personnel, là, cette critique de la rhétorique, mais c'est vrai que les jésuites avaient une façon particulière de l'approcher et il remet ça en question. Mais aussi, ils s'en prennent aussi aux fanatiques, à l'intolérance, dans l'article tolérance, à la persécution des Juifs. Vraiment, c'est des esprits audacieux qui n'hésitent pas devant une bonne bataille. Alors, on trouve des articles favorables donc au clergé, mais aussi de nombreuses mises en cause de la religion, notamment dans l'article fanatisme. Et voici à quoi ça ressemble. C'est Alexandre Delair qui l'écrit. Parcourez tous les ravages de ce fléau, le fanatisme, sous les étendards du croissant. Et voyez, dès le commencement, un calife assurer l'empire de l'ignorance et de la superstition en brûlant tous les livres. Bientôt, un autre calife contraindra les chrétiens à la circoncision, tandis qu'un empereur chrétien force les Juifs à recevoir le baptême. On ne sait guère quel parti prendre avec un corps de fanatiques. Ménagez-les, ils vous foulent aux pieds. Si vous les persécutez, ils se soulèvent. Il n'y a que le mépris et le ridicule qui puissent les discréditer et les affaiblir. On dit qu'un chef de police, pour faire cesser les prestiges du fanatisme, avait résolu de concert avec un chimiste célèbre de les faire parodier à la fois par des charlatans. De les tourner au ridicule finalement. Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec les fanatiques? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui refusent de débattre? Est-ce qu'on les laisse tranquilles puis on dit, bon, c'est des esprits bornés, il n'y a rien à faire? Est-ce qu'on les laisse s'énerver quand on sait qu'ils font du dommage, quand on sait qu'ils agressent le tissu social, qu'ils déchirent la société? Est-ce qu'on peut vraiment les laisser faire? Quand on sait qu'ils tuent, qu'ils exterminent, qu'ils assassinent, est-ce qu'on a le droit de les laisser faire? Ou plutôt,
ne faut-il pas plutôt les affronter de manière directe et les prendre à partie? Et tant pis si on les vexe, tant pis si on les blesse, il faut leur montrer leurs propres inconséquences. Il va très fort dans sa critique du fanatisme. Alors, critique de l'intolérance, donc de la persécution des Juifs, etc., qu'on retrouve ici. Alors, le fameux mot en haine que j'annonçais tout à l'heure apparaît à la prochaine diapositive. Si vous n'avez pas encore quitté le cours, vous pouvez le quitter maintenant. C'est là que ça se passe. Vous n'avez qu'à sauter cette diapositive avec Jaucourt, puisqu'on va parler de la traite des esclaves et de l'article que lui consacre Jaucourt à la prochaine diapositive. Alors, voici. Vous avez un autre chantier, ou enfin un autre champ de bataille des encyclopédistes qui vise à dénoncer les barbaries. Et des barbaries, il y en a de toutes sortes au 18e siècle. Des manifestations de toutes sortes, comme l'esclavage, justement, la torture, parce qu'on continue à torturer. Rappelez-vous que l'Inquisition bat son plein encore et qu'on passe à la question. La question, ce n'est pas comme des questions simplement qu'on pose, mais c'est une forme de torture des gens de toutes sortes parce qu'on les soupçonne d'hérésie, on les soupçonne d'être des ennemis de l'Église, de la foi. Alors, on les torture pour leur faire avouer des choses que n'importe qui avouerait. Hein. La torture, c'est complètement absurde. Vous me torturez 5 minutes, je vais vous avouer n'importe quoi que je n'ai pas fait, mais pour éviter la torture. Vous me chatouillez, en fait, puis je vais avouer n'importe quoi. Alors, la torture, c'est un concept complètement fou, absurde, que va vouloir démonter Louis Jaucourt et l'ensemble des encyclopédistes le reprennent un peu partout, reprennent cette idée que c'est quelque chose d'absolument inutile parce que ça mène des gens à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis pour échapper à la douleur, tout simplement. Ça devrait être abandonné. La guerre aussi va être dénoncée par Jaucourt dans un article vraiment très fort. Alors, on commence par celui-là, dénonciation des barbaries. La guerre étouffe la voix de la nature, de la justice, de la religion et de l'humanité. Elle n'enfante que des brigandages et des crimes. Avec elle marche l'effroi, la famine et la désolation. Elle déchire l'âme des mères, des épouses, des enfants. Elle ravage les campagnes, des peuples, les provinces et réduit les villes en poudre. Alors là encore, c'est audacieux de critiquer la guerre parce que qui lève des armées? C'est le pouvoir monarchique. Alors, de dire que faire la guerre, c'est une abomination, puis qu'on devrait arrêter de lever du monde, des armées, de faire des conscriptions. Et on devrait aussi arrêter d'enrôler de force donc les gens, mais aussi de les condamner à mort lorsqu'ils refusent de se battre. Il va y avoir des articles signés par Saint-Lambert, poète et officier lui-même de l'armée royale. Dans un article qui s'intitule Transfuge, on retrouve un plaidoyer contre la conscription, l'enrôlement de force, et aussi contre la peine de mort qui était réservée aux déserteurs. Parce que chaque fois que quelqu'un essayait d'échapper à la guerre, on le rattrapait, on lui faisait un procès pour désertion et ça finissait par son exécution. Et il y avait condamnation à mort. Et il y a eu des milliers de désertions à l'époque et donc des milliers de condamnations à mort qui apparaissaient comme une barbarie épouvantable aux yeux des encyclopédistes. Alors, Saint-Lambert se joint à Louis Jaucourt pour condamner tout ça. Mais une autre barbarie, détestable s'il en est, c'est l'esclavage, qui bat son plein à l'époque et auquel Jaucourt va consacrer un article qui s'appelle De la traite des nègres, et qui met en fait deux mots qui ont valeur de synonyme. Parce que quand on dit le mot en question, à l'époque, ça veut dire carrément esclave. Nègre est synonyme d'esclave, ni plus ni moins. Il vient du mot latin, niger, qui va être adapté en espagnol et devenir negro, qui veut dire noir à l'origine, mais qui, du moment qu'on commence à faire le commerce des Noirs au 18e siècle, du moment qu'on les met en esclavage, va devenir synonyme d'esclave, ni plus ni moins. Il n'est pas encore chargé de toutes ces connotations qui le rendent si douloureux, ce mot, au 20e, 21e siècle, parce que l'histoire américaine n'a pas commencé. La Révolution américaine n'a pas encore eu lieu. On est en train de coloniser les États-Unis et on est en train de développer ce rapport d'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'encyclopédie, en la personne de Louis Jaucourt, va essayer de mettre son doigt dans l'engrenage bien huilé de ce commerce des esclaves, commerce dont profitent des gens comme Voltaire, notamment.
On trouve, certes, dans l'encyclopédie, un article composé par un colon qui traite du commerce des esclaves et qui dit que c'est une bonne chose et qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Alors, il ne faut pas non plus idolâtrer l'encyclopédie et dire qu'il n'y a rien de problématique dans l'encyclopédie. Il y a un texte qui, au moins, défend le modèle de l'esclavagisme. Mais l'encyclopédie contient aussi le premier texte ouvertement abolitionniste publié en France. Même si Montesquieu, avant lui, avait exprimé des réserves par rapport à l'esclavage, là, c'est carrément l'abolition de l'esclavage qu'appelle de ses voeux Jaucourt dans l'article « Traite des nègres », « Traite des esclaves ». Et voici ce qu'il en dit. On dira peut-être qu'elles seraient bientôt ruinées, ces colonies, si on y abolissait l'esclavage des nègres. Il est vrai que les bourses des voleurs de grands chemins seraient vides si le vol était absolument supprimé. Mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des voies cruelles et criminelles? Non. Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. Alors, il dit, si le prix des colonies, c'est de faire des esclaves des Africains et de les transporter contre leur gré et de les exploiter comme des animaux et pire encore, si c'est ça le prix des colonies, aussi bien renoncer aux colonies. C'est très fort comme affirmation. C'est très courageux à l'époque de s'insurger parmi les rares philosophes à prendre un parti aussi ferme contre quelque chose qui apparaît non problématique aux yeux du plus grand nombre, parce que ce ne sont pas des hommes. Ces Noirs, ces Africains, on ne les considère même pas comme des hommes. Ce sont des animaux, ni plus ni moins, du bétail, et même moins que des animaux parfois aux yeux de certains. Alors, c'est vraiment un courage qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître, que cet appel à l'abolition de l'esclavage qu'on retrouve donc sous la plume de Jaucourt. On passe à un autre volet, un autre champ de bataille, le combat pour une autre morale. Changer la façon commune de penser implique aussi de nouvelles valeurs morales fondées sur l'humanité, la bienveillance, la recherche du bonheur. Si vous me demandez à moi, c'est quoi ma religion? J'en ai une, c'est la bienveillance. C'est ce en quoi je crois, être bienveillant, essayer de faire le bien autour de moi, laisser le monde meilleur que quand j'y suis entré, à ma modeste façon, humblement, parce que je sais que je n'ai pas la force de changer le monde, mais si dans mon travail, j'ai pu faire rayonner ces valeurs de bienveillance, si j'ai pu les incarner, si j'ai pu améliorer la vie ou faciliter la vie des uns des autres, j'aurai accompli ma mission sur Terre. C'est tout le sens que je veux donner à ma vie, la bienveillance. Eh bien, on y croit très fort aussi chez les encyclopédistes, à ces valeurs d'humanité, de bienveillance, de recherche du bonheur. Aussi, parfois, on aborde les choses différemment des jésuites quand on parle de l'éducation des enfants, notamment de l'éveil de leur sensibilité et de la justice, on va se permettre de faire des choses que les autres n'auraient jamais autorisées. En fait, les jésuites, dans leurs travaux, parlaient bien sûr d'humanité, de bonheur, de morale aussi, mais pas dans les mêmes termes. Et on va se permettre d'introduire des articles qu'on n'aurait jamais trouvés dans un dictionnaire jésuite, comme un article, par exemple, consacré à la jouissance. Alors, vous avez ici Diderot, bien sûr, qui d'autre aurait pu signer cet article, qui écrit à propos de la jouissance: « S'il y avait quelque homme pervers qui pût s'offenser de l'éloge que je fais de la plus auguste et de la plus générale des passions, j'évoquerais devant lui la nature, je la ferais parler, et elle lui dirait: pourquoi rougis-tu d'entendre prononcer le nom d'une volupté dont tu ne rougis pas d'éprouver l'attrait dans l'ombre de la nuit? Ignores-tu quel est son but et ce que tu lui dois? Crois-tu que ta mère eût exposé sa vie pour te la donner si je n'avais pas attaché un charme inexprimable aux embrassements de son époux? Tais-toi, malheureux, et songe que c'est le plaisir qui t'a tiré du néant. » Quel discours extraordinaire de Diderot sur la jouissance. Et on reconnaît bien son esprit un peu provocateur. Alors, c'est une autre façon d'approcher la morale et de rendre licite et louable des termes qui, autrement, étaient jugés condamnables. La jouissance, c'est quelque chose de coupable. On ne devrait pas prendre plaisir dans les choses de l'amour. C'est un devoir, l'amour, un devoir conjugal pour servir la procréation, mais c'est un péché d'y prendre plaisir. Alors, Diderot prend le parti contraire, mais non, ce n'est pas un péché d'y prendre plaisir. C'est une nécessité biologique qui a tout son sens et qui a servi justement à la procréation dans le meilleur intérêt de tous.
Et voilà. Alors, il va aussi consacrer un article à la volupté. C'est lui qui signe, je pense, l'article voluptueux. Donc, pour présenter une autre façon de voir les choses, qui est à rebours de celle, bien sûr, des religieux. Vous avez le combat contre les impensables ou les interdits de pensée. Il y a un certain nombre de reconnaissances des découvertes scientifiques qui va permettre de lutter contre ces interdits de pensée. D'Alembert, dans le discours préliminaire des éditeurs, dénonce le despotisme théologique qui, à travers l'histoire, a mené à condamner Galilée, par exemple, parce qu'il a eu le culot de dire que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Même chose pour Copernic. Copernic est pointé du doigt par l'Église comme un hérétique parce qu'il a défendu ses idées. On sait comment ça a pris du temps pour s'excuser. L'Église s'est excusée seulement dans les années 80 d'avoir persécuté Galilée. C'est le pape Jean-Paul II, en 1982, je pense, qui a dit « L'Église, officiellement, s'excuse auprès de Galilée, mort depuis 400 ans, parce qu'il avait raison et on avait tort. » C'est quand même long comme période, 400 ans pour s'excuser et reconnaître ses erreurs. Alors, les interdits de pensée, c'est souvent des découvertes scientifiques, c'est souvent des choses que l'observation, l'analyse, l'expérimentation ont rendu évidents, mais qui remettent en cause des dogmes de l'Église et qui sont donc interdits, tout simplement. Alors, D'Alembert milite pour la levée des interdictions qui pèsent sur l'enseignement des systèmes de Copernic, par exemple, qui est mis à l'index. On ne peut pas enseigner Copernic, on ne peut pas référer à son ouvrage de Révolution des orbes célestes, c'est interdit de lecture. Alors ça fait partie des impensables. Et il va travailler très fort pour lutter contre ça. Une autre forme d'interdit de pensée, c'est une autre façon de penser les rapports sociaux, mais aussi économiques. Et j'en reviens à la doctrine des physiocrates. J'avais annoncé au dernier cours, en parlant de la physiocratie là, de Turgot, qu'on allait y revenir. J'y reviendrai un peu plus tard. On commence d'abord par voir ce que Jean Leron d'Alembert dit de la science, finalement, et notamment de la géométrie. Mais indépendamment des usages physiques et palpables de la géométrie, nous envisagerons ici ses avantages sous une autre face, à laquelle on n'a peut-être pas fait encore assez d'attention. C'est l'utilité dont cette étude peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression et de l'ignorance profonde sous laquelle elles gémissent. Le petit nombre d'hommes éclairés qui habitent certains pays d'inquisition se plaint amèrement, quoiqu'en secret, du peu de progrès que les sciences ont fait jusqu'ici dans ces tristes climats. Les précautions qu'on a prises pour empêcher les lumières d'y pénétrer ont si bien réussi que la philosophie y est à peu près dans le même état où elle était parmi nous du temps de Louis le Jeune. Alors, lui pense que les sciences, et notamment la physique, notamment la géométrie, vont finir par venir à bout de ces interdits de pensée parce que si on se penche là-dessus, on va découvrir le mécanisme du monde, on va découvrir comment fonctionnent les choses et on n'aura plus besoin de Dieu pour expliquer tout ça. Il en a la conviction profonde et c'est le constat auquel parviennent les encyclopédistes à travers les expérimentations, leur entreprise raisonnée de critique des savoirs, des connaissances, c'est qu'il y a bien des choses qui peuvent s'expliquer sans l'intervention de Dieu. On n'a pas besoin de l'Église pour expliquer tout ça. La science, la géométrie, la physique suffisent pour comprendre le monde. Alors, l'autre article scientifique qui va paver la voie à l'ouverture des esprits, c'est l'article consacré, les articles consacrés aux physiocrates. Les physiocrates sont convaincus que la liberté économique développera la production, donnera du travail, enrichira tout le monde et apportera le bonheur. Alors, il faut en parler des physiocrates parce qu'ils sont à l'origine du libéralisme économique dont nous sommes tous tributaires et qui nous fait tant grincer des dents, de cette fameuse mondialisation, de cette libération absolue des marchés dont on fait les frais et dont on constate les inconséquences, les inconvénients, les injustices. Eh bien, ils sont à l'origine de ça. Alors, ils n'ont pas fait que des bonnes choses. Les encyclopédistes, ils ont fait aussi peut-être des erreurs, quoique, bon, il y aura des gens parmi vous pour défendre ces principes aussi, sans doute. Qu'est-ce que c'est que les physiocrates? D'abord, le mot vient de deux mots grecs, physio, que
que vous connaissez, et crat, gouvernement, ça veut dire ni plus ni moins gouvernement par la nature. Il faut comprendre crat comme cratie, démocratie, comme gouvernement, et physis, c'est la nature. Alors, c'est le gouvernement par la nature. C'est une école de pensée économique. Okay? On l'appelait même la secte des économistes à l'époque. C'est là que ça a commencé, la réflexion systématique, scientifique sur l'économie. L'économie comme science, comme discipline qui peut mener à la production de savoir, de connaissances et qui donc sont convaincus que la liberté économique va développer la production et mener au bonheur. Ça va très loin, leur réflexion. Les physiocrates pensent en fait que le progrès de l'agriculture, notamment, permettrait à Adam de se laver du péché originel, dans la mesure où il pourrait ne plus avoir à travailler. S'il fait assez d'argent, Adam, il va pouvoir engager d'autres personnes pour travailler pour lui et il va avoir échappé à la punition de Dieu d'une certaine façon, qui voulait qu'il ait à travailler pour sa subsistance. Alors, ce que les physiocrates sont en train de faire, c'est d'édifier un système qui s'appuie sur l'observation de la nature, du fonctionnement de la nature, et qui évacue Dieu, et qui évacue toute cette idée de punition qui nous vient de la faute originelle et tout, et donc qui entre en collision avec les valeurs de l'Église et l'ordre de chacun dans la société. Alors, l'ordre est immuable selon l'Église, il ne doit pas changer, il nous est donné par Dieu. On a notre place dans la société, on est né modeste parce que Dieu voulait nous éprouver. Et à la fin, les derniers seront les premiers. Il ne faut pas chialer parce qu'à notre mort, on va tous être au paradis les premiers servis. Alors que les grands de ce monde vont être, sinon en enfer, du moins les plus maltraités qui soient. Alors, c'est réconfortant de voir les choses comme ça. Mais les physiocrates disent non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ils essaient d'envisager un monde où l'économie fonctionnerait différemment et serait libéré de l'influence exercée par le pouvoir, serait laissé à la libre évolution, au libre cours des choses, des transactions, qui permettrait la distribution de la richesse. Alors, en théorie, c'est beau, c'est noble, mais en pratique, ça n'a pas marché. Jamais les écarts ont été aussi grands qu'aujourd'hui. Les riches ne font que s'enrichir et les pauvres ne font que s'appauvrir. Et particulièrement en temps de pandémie, c'est honteux la fortune colossale que les gens ont pu se constituer alors que d'autres perdaient leurs emplois et en étaient réduits là, vraiment à la faillite. Alors, on voit que c'est cette belle doctrine qui vise donc à ébranler un petit peu les interdits de pensée, la façon de réfléchir à l'économie et à la justice sociale, elle n'aboutit pas nécessairement à atteindre ses objectifs de production et de bonheur. Alors, Anne-Robert Jacques Turgot, qui n'est pas le plus fanatique des physiocrates, hein, ce n'est pas lui qui a fondé la secte qui est à l'origine de tout ça, c'est Quesnay, en fait, dont on a parlé la dernière fois, mais lui va moduler un peu, va varier un peu, et notamment écrire l'article foire, substantif féminin. Et ce mot qui vient de forum, place publique, a été dans son origine synonyme de celui de marché. On dit l'État ne peut se passer de revenus. Il est indispensable pour subvenir à ses besoins de charger les marchandises de différentes taxes. Cependant, il n'est pas moins nécessaire de faciliter le débit de nos productions, surtout chez l'étranger, ce qui peut se faire sans en baisser le prix autant qu'il est possible. Or, on concilie ces deux objets en indiquant les lieux et des temps de franchise où le bas prix des marchandises invite l'étranger et produit une consommation extraordinaire, tandis que la consommation habituelle est nécessaire, fournit suffisamment aux revenus publics. Alors, chez les physiocrates, au départ, chez Quesnay, on a la conviction que la seule chose qui produit vraiment la richesse, c'est l'agriculture. C'est la seule partie de l'économie là, qui génère véritablement du neuf. Le reste, c'est affaire de transformation. L'industrie ne fait que transformer les matières premières fournies notamment par l'agriculture. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prioriser. C'est l'agriculture qui est au cœur de l'économie. Turgot voit les choses autrement et inclut l'industrie dans les moyens de croissance et de production. Ce n'est pas à dédaigner. Donc, il fait évoluer la pensée des physiocrates et va la rapprocher du libéralisme économique tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on le pratique aujourd'hui pour notre plus grand malheur. Autre interdit de pensée à l'époque, la vaccination. Un autre des combats de grande ampleur de l'encyclopédie, ça va être la question de l'inoculation de la variole.
On en a parlé lorsqu'il a été question des lettres philosophiques de Voltaire. On sait que certains croyaient très fort en cette idée des vertus de l'inoculation. Eh bien, il y a un certain Tronchin, médecin, qui va écrire des articles sur le propos, qui va défendre cette idée, et ils sont nombreux à se joindre à lui parce que ça tombe sous le sens. C'est une évidence que le principe est sain et donne des résultats probants. Alors, c'est quelque chose qui est vu par le clergé comme une ingérence dans la providence divine. Si Dieu a envoyé la maladie et a voulu éprouver les hommes, il a voulu aussi que certains en meurent. Et qui sommes-nous pour intervenir donc dans le plan divin? Peut-être que ces hommes que l'on sauve de la variole étaient destinés par Dieu à mourir. Et on est en train de saboter les plans de Dieu. Les encyclopédistes répondent, c'est ridicule. Dieu pourrait de toute façon choisir de sauver qui veut quand il veut. Là. Il n'y en a rien à faire de notre intervention, puis de ce qu'on pourrait faire pour saboter ses plans. Il est omnipotent. Si on admet votre foi, il est omnipotent, il est capable de tout. Donc, ce n'est pas nous qui allons contrecarrer ses plans, à moins qu'il l'ait permis. Parce que bien sûr, c'est sous sa permission qu'on le fait, sinon on ne le ferait pas. Si ça l'agaçait, il serait capable de nous arrêter. C'est ce qu'ils ont comme débat. Alors, donc, d'importants théologiens vont condamner cette pratique hérétique qui usurpait les droits de la divinité. Mais au final, on sait qui a eu gain de cause. Au final, la vaccination s'est imposée comme étant une des interventions les plus sûres en médecine. Dieu sait que la médecine n'était pas sûre à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est une des interventions les plus lourdes de conséquences, dans la mesure où on peut vous permettre d'échapper à une maladie qui pourrait vous tuer, et en même temps la plus inoffensive qui soit. C'est-à-dire qu'on ne vous ouvre pas, on ne vous découpe pas en morceaux, on ne fait que vous injecter un truc qui est, somme toute, assez banal. Quand on regarde le principe, une protéine, tantôt un virus désactivé qui est vecteur d'une molécule qui va être reconnue par votre système immunitaire, c'est brillantissime comme idée et les encyclopédistes l'avaient compris, même s'ils n'avaient pas conscience exactement des principes actifs, de ce qui se passait au niveau moléculaire, parce qu'on n'avait pas les moyens de savoir à cette échelle ce qui se jouait. Et ça donne accès à la 5G. Voilà, Philippe, vous avez raison. En plus, on a une meilleure réception. C'est un gros avantage. Bon, à l'époque, le cellulaire n'était pas encore inventé, mais ça a été un argument de plus à ajouter à l'encyclopédie, peut-être dans la réédition au 21e siècle. Dernier volet, dernier champ de bataille, dirais-je, la critique des savoirs et de leur transmission. Alors, ça ne va pas de soi de transmettre des connaissances sans les remettre en cause parfois. Ça passe par un choix d'articles, de sujets, de connaissances que doit contenir l'encyclopédie. Et à un moment donné, il va falloir faire le choix d'exclure tout ce qui ne sert pas à la transmission utile de la science et de la vertu. Alors, on pourrait simplement reproduire les articles de Chambers ou d'un dictionnaire précédent, les reconduire et pas se poser de questions. Mais il faut réfléchir. Est-ce qu'ils ont encore lieu d'être? Est-ce qu'ils sont encore pertinents? Est-ce que c'est une bonne idée de reconduire des mythes, des histoires qui n'ont pas de fondement, des préjugés, des utopies? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer plutôt de perfectionner nos savoirs et de faire des choix courageux, de mettre de l'écart, mettre de côté les superstitions, les pseudosciences, les choses dont on n'est pas certain, les mettre à l'écart et ne garder finalement que les choses qui nous semblent fondées en raison. Alors, il y a toute une réflexion sur la critique des savoirs, de leur transmission. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? On n'est pas d'accord avec la théologie chez les encyclopédistes, mais on ne va pas jusqu'à interdire les articles théologiques. On sent que c'est quand même nécessaire d'exposer les fondements de la théologie, ne serait-ce que pour, après ça, pouvoir les critiquer. Alors, voici les principes. On vous les a mis en pleine face. Maintenant, on va débattre ensemble et on va essayer de vous montrer que c'est ridicule, que ça tient sur du néant. Alors, c'est utile pour ça. Mais il y a des fois des éléments qui relèvent de la propagande. Il y a des éléments qui relèvent de la fausse croyance. Est-ce qu'on va les reconduire sans se poser de questions ou bien on va se livrer aussi à une critique de leur savoir? Il y a toute une réflexion là-dessus dans l'encyclopédie. Les connaissances consignées dans l'encyclopédie, il faut savoir, parvenaient parfois d'ouvrages de compilation écrits au siècle précédent.
Alors, Jaucourt, qui écrit 17 000 articles, n'allez pas penser qu'il a composé 17 000 articles. Lui, là, il a passé son temps à aller chercher dans des ouvrages de compilation du passé pour repérer des articles dans le dictionnaire. OK, il reprenait l'essentiel, il ajoutait une couple de phrases, il modulait, il corrigeait. Et là, quand il voyait que ça n'avait pas d'allure parce que c'était un savoir dépassé, il l'actualisait pour le rendre pertinent. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été capable d'écrire 17 000 articles. Sinon, ça a été une épreuve au-dessus de ses forces. Mais dans ce travail de compilation, il y a des éléments plus ou moins fiables qui vont se faufiler des fois. Alors, Jaucourt est assez rigoureux, mais d'autres le sont moins. Et vous allez tomber des fois dans l'encyclopédie sur des inepties de la pire espèce et on se dit, mais que faisait le comité éditorial? Il n'y a personne qui l'a lu, l'article, avant de le publier. C'est une aberration, là. Il y a des superstitions, il y a des choses sur l'astrologie notamment qui ne tiennent pas la route 2 minutes et qui nous font douter de la valeur du projet. Parce que quand on lit l'encyclopédie, on a l'impression que ça va être tout du long, un discours philosophique, éclairé, lumineux, la vérité nue. Et là, on tombe sur des choses comme ça, mais arriérées, barbares, et on en vient à douter de la valeur du projet. Bien, il faut admettre qu'il y a ça aussi dans l'encyclopédie. Il y a le meilleur et le pire, comme disait Voltaire, et ça, c'est dû à la façon de fonctionner, comment on a compilé tous ces savoirs-là, comment on a cherché à les critiquer, mais des fois, on n'a pas eu le temps de les critiquer. On les a juste reconduits sans trop se poser de questions, en se disant, ben, on pourra y revenir avec des renvois, on pourra peut-être les démonter par la suite. Alors, c'est publié, cet avertissement qu'on va lire dans le volume 3, et c'est Jean Leron d'Alembert qui le signe. On ne trouvera donc dans cet ouvrage ni la généalogie des grandes maisons, mais la généalogie des sciences, plus précieuse pour qui sait penser. Alors, il s'explique sur l'absence de référence aux lignées nobles des grands de ce monde. Alors, on ne parlera pas des marquis, de leurs aïeux, de leurs grandes familles et de ce qui fonde leur pouvoir. Ça, ce n'est pas digne d'une encyclopédie. Ça, ce n'est pas un savoir utile. Et c'est très, très courageux là, de dire ça là, à ses souscripteurs. On n'en parlera pas de ceux-là, ce n'est pas important. On va parler plutôt des sciences, plus précieuses pour qui sait penser. On ne parlera pas non plus des conquérants. Pas question d'écrire des articles sur les grands guerriers, les grands conquérants, les conquistadors qui ont colonisé le Nouveau Monde, qui ont désolé la Terre, mais les génies immortels qui l'ont éclairé. Il y a une critique ici très nette, là. Les Jules César de ce monde, les Alexandre le Grand, là, qui sont les héros de l'histoire depuis longtemps, ben, ce n'est pas eux qu'on devrait admirer parce que ça a été des destructeurs du monde. Nous, on essaie de construire le monde et on veut mettre de l'avant ces génies immortels qui l'ont éclairé. Ni enfin une foule de souverains que l'histoire aurait dû proscrire. Alors, il y a plein de rois de roitelets dont on pourrait oublier même le nom et ça ne fait pas de mal à personne parce qu'ils n'ont rien fait de bon. On pense aux rois paresseux, les Mérovingiens, dont on retient peu de noms, justement. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Franchement, là, ce n'est pas la peine de les apprendre par cœur, les noms des Mérovingiens. Ils n'ont rien fait de bon. Le nom même des princes et des grands n'a droit de se trouver dans l'encyclopédie que par le bien qu'ils ont fait aux sciences. Parce que l'encyclopédie doit tout au talent, rien au titre, et qu'elle est l'histoire de l'esprit humain et non de la vanité des hommes. Que c'est beau comme avertissement, signé Jean Leron d'Alembert. Elle doit tout à l'esprit humain, finalement, et rien à la vanité des hommes. C'est vraiment formidable. Alors, on en vient à notre conclusion. Il faut s'arrêter à un moment donné. On retrouve le Café Procope à la Brunante. Et en conclusion, il convient de souligner donc qu'il s'agit, l'encyclopédie, non seulement d'un dictionnaire des sciences, mais aussi des arts et des métiers. Et souligner qu'enfin, un ouvrage reconnaissait les mérites de ces métiers qui vont être mis en valeur à travers les volumes de planches. Et j'aurais aimé pouvoir vous présenter davantage de documents visuels, c'est de toute beauté, mais je vous renvoie à Internet, allez voir vous-même ce qu'on a fait au niveau des illustrations, des différents volumes de planches, c'est formidable. Il y a des contributeurs qui, comme Jaucourt, ont signé beaucoup d'articles, de planches, des centaines et des centaines de dessins. Ils sont plusieurs à collaborer. Il y en a des plus faciles à reconnaître que d'autres, mais c'est d'une précision extraordinaire, d'un art là, admirable et ça mérite d'être vu de plus près.
Alors, il y a là une contribution substantielle qui nous permet aujourd'hui de connaître bien des choses sur l'imprimerie, sur les différents métiers, la confiserie, etc., etc., la médecine, l'anatomie, les connaissances anatomiques à l'époque, parce qu'on a des cadavres qui ont été découpés, puis on a illustré les différentes parties, puis on se représente le système de circulation, les nerfs et tout. On a des planches anatomiques d'une grande précision. Il y a un article d'ailleurs à ce propos sur l'anatomie qu'il faut lire, là, où Diderot, qui par ailleurs a bien du bon sens la plupart du temps, tient des propos presque inacceptables. Il parle des condamnés à mort et il dit qu'on devrait utiliser les condamnés à mort pour faire des expériences anatomiques. On pourrait leur dire, écoutez, de deux choses l'une, soit on te tue parce que tu as commis un crime inacceptable, soit tu sers de cobaye à la science. Et si on réussit à préserver ta vie, ça se pourrait que tu ne meurs pas, tu es libre. Tu as acquitté de tes crimes, tu vas avoir servi la science. Mais sinon, ben, tu seras mort de toute façon, puis c'est pas plus mal parce que tu aurais été fusillé de toute manière ou guillotiné. Alors, l'idée nous semble un peu barbare, mais c'est vous dire à quel point Diderot était attaché à l'idée de faire avancer la science. Tentative d'un siècle philosophe, comme l'écrit Diderot, légué à la lointaine postérité, l'encyclopédie, ouvrage le plus surveillé de son temps, témoigne cependant clairement de ce que furent les Lumières, l'appétit du savoir, la liberté de penser, le goût d'inventer et la nécessité de douter. Voilà, c'est sur ces mots que je vous laisse, mes chers amis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.